Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va traiter l'exercice 9 et dans cet exercice 9 en fait on va étudier le fonctionnement d'un amplificateur à découpage ou autrement dit un amplificateur de classe D, ça se dit aussi comme ça. Donc ces amplificateurs ont la propriété d'avoir un rendement qui peut tendre vers 100%, c'est-à-dire que toute l'énergie consommée par cet ampli est intégralement dirigée ou quasi intégralement dirigée vers le haut-parleur qui est ici en sortie d'ampli là. Voilà, et l'alimentation, ce sera le plus 100 volts ou le moins 100 volts ici qui sont fournis par les alimentations. Voilà, et pour ça, ça utilise des techniques de découpage. Donc les techniques de découpage, eh bien, ça veut dire qu'en fait, la première tension qui va sortir de cet amplificateur, c'est une tension qui sera faite par cette espèce de commutateur électronique qui produira ici en sortie soit plus 100 volts s'il est commuté vers le haut, soit moins 100 volts. Et donc la tension de sortie, à ce stade-là, ici, ne peut valoir soit que plus 100 volts, soit que moins 100 volts. Voilà. Et ça, c'est ce qui procure le très très bon rendement, c'est-à-dire qu'en fait, les transistors qui sont dans ce commutateur électronique, eh bien, ils sont soit tout passants, soit tout bloqués. Et ça fait que dans ce cas-là, théoriquement, ils ne chauffent pas, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas de perte dans ces composants. Voilà. Okay. Alors ça, c'est... Voilà. Donc la pièce maîtresse de cet amplificateur à découpage, c'est ce commutateur électronique de puissance. Voilà, qui délivre une tension qui vaut soit plus 100, soit moins 100. Alors bien sûr, c'est pas ce qu'on veut avoir à la fin aux bornes du haut-parleur. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'arranger pour que les commutations de ce bras d'onduleur sont ultra rapides. Hein, et on va s'arranger pour qu'en moyenne, ici, il y ait une tension dont la valeur moyenne va être proportionnelle à VE de T qui est ici, qui est la tension d'entrée de l'ampli. Hein, puisque le but d'un ampli, c'est d'avoir une tension en sortie qui est proportionnelle à la tension d'entrée. Voilà, donc, voilà. Et donc ici on va avoir des commutations en permanence. Par exemple, si on commute moitié du temps sur le 100 volts et qu'on est moitié du temps sur le moins 100 volts, ben, intuitivement on s'aperçoit qu'en moyenne, la valeur moyenne ici, ça sera 0 volts. Hein, voilà. Mais on verra le cas, ben, par exemple, si on est 3/4 du temps sur le 100 volts et 1/4 du temps sur le moins 100 volts, et ici on va avoir une valeur moyenne positive hein, qui va être comprise entre 0 et 100 volts, etc. Donc en fait, en réglant les proportions de temps pendant lesquelles on est sur le 100 volts et celles où on est sur le moins 100 volts, eh bien, on va pouvoir ajuster la valeur moyenne de la tension qui sort ici du bras d'onduleur. Et puis donc, on pourra appliquer ça directement sur le haut-parleur, mais ça va être un peu violent pour lui. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va passer ce signal carré qui vaut plus 100, moins 100, on le passe dans un filtre LC, ici, qui sera un filtre passe-bas, et dont le principal objectif, c'est de recueillir ici au bord du haut-parleur une tension VHP qui sera à peu près égale à la valeur moyenne de VB de T, qui sera égale à la valeur moyenne de VB de T, plus quelques ondulations à la fréquence de découpe ici, qui va être assez élevée puisque la fréquence de découpage ou de commutation du bras d'onduleur sera prise égale à 100 kHz, 100 MHz. Donc ce bras d'onduleur, ou ce commutateur électronique est piloté par un signal de faible puissance qui sort de ce comparateur qui est fait à partir d'un amplificateur opérationnel ici. Et comment est produit le... Donc ça, ici c'est un signal tout ou rien qui vaut soit VSAT+, soit VSAT-. Si ici l'ampli fournit VSAT+, on supposera que le commutateur est relié au 100 volts. Donc là, la commutation ici au 100 volts, là c'est si VAO égale VSAT+. Voilà. Et puis si VAO égale VSAT-, eh bien le commutateur bascule vers le bas et donc on aura moins 100 volts en sortie de bras d'onduleur. Ok, et donc qu'est-ce qu'on va mettre à l'entrée de ce comparateur? Eh bien, on va mettre la tension d'entrée de l'ampli qu'on a déjà vue. Et en fait, cette tension d'entrée de l'ampli, on va la comparer à un signal triangulaire ici, qui est fait par un oscillateur qui produit un signal triangulaire, voilà, qui sera défini, mais on verra qu'il oscille entre plus 6 volts sur la crête haute et moins 6 volts sur la crête basse. Voilà, ben, ça plante un peu le décor de ce qu'il y a dans un amplificateur à découpage, et on va essayer d'étudier ça d'un petit peu plus près. Alors la numérotation des questions n'est pas tout à fait bonne, puisque ça commence à G au lieu de commencer à A, mais c'est pas grave, on va faire c'est le 9.1. Donc 9.1, on va étudier le principe, et on commence par la question G. Dans la question G, on demande tout bêtement de tracer, dont le signal triangle oscille entre plus 6 et moins 6 volts, tracer le graphe de ce signal. Donc on va tracer lui un peu précisément. Alors pour ça, je vais faire un axe du temps, comme ça. Et je fais un signal triangulaire qui va osciller entre plus 6 et moins 6. Alors je vais le faire en rouge.
Alors, mettons une paire de 0 là. Il monte à 6 volts. Et puis ensuite, il descend comme ça. Il va à moins 6. Et puis il remonte. Avec la même pente que tout à l'heure, il va à plus 6, etc., etc. Plus 6 volts. Plus 6 volts ici. Et ici, moins 6 volts. Voilà à quoi va ressembler le signal triangulaire à ce niveau-là. Et voilà ce qu'on va faire, on va se mettre une petite échelle des temps. Donc c'est un signal qui est à 100 kHz, c'est-à-dire qui à 100 000 périodes par seconde. Donc si on se fait l'échelle du temps, alors 100 000 périodes par seconde, ça veut dire qu'une période complète, ici de là à là, ça dure, ou de là à là, ça dure 10 microsecondes. Ça veut dire que si ici je mets l'instant 0, et bien ici j'aurai 10 microsecondes. Donc le milieu, c'est donc la moitié, c'est 5 microsecondes. Et la première crête ici, ça sera à 2,5 microsecondes. Voilà, la crête en bas, ça sera à 7,5 microsecondes. 7,5. Ok. Et dans la première phase de l'exercice, donc ça va être la question H, on vous dit on vous dit que VE de t vaut 0, donc VE de t, on va le faire en bleu. VE de t, c'est un signal qui vaut 0, donc je le mets sur le 0 comme ça. Et on demande d'en déduire le signal MLI. Alors le signal MLI, c'est celui qui sort ici. Voilà, celui-là il s'appelle MLI. Il vaut soit VSAT+, soit VSAT-. Voilà, et en fait, on va en déduire même directement la tension de sortie du bras d'onduleur, qui vaudra plus 100 volts si MLI vaut VSAT+, et moins 100 volts si MLI vaut VSAT-. Alors comment on fait ça? Il suffit de se souvenir comment fonctionne un comparateur. Et un comparateur, il va fournir VSAT+ sur sa sortie si la tension VE est supérieure au signal triangle. Alors c'est quand que VE est supérieur au signal triangle, bien VE il vaut 0, et il est supérieur au signal triangle, bien seulement de là à là, puisque le signal triangle est négatif ici. Donc en fait, à ce moment-là, je vais faire en vert, le signal VB de t, ici, il vaudra plus 100 volts, et le signal MLI VSAT+. Seulement de là à là, donc il va être comme ça. Donc ça c'est VB directement, VB égale plus 100 volts. Voilà. Et pendant les autres phases de temps, cette fois c'est le signal triangle qui est plus grand que le signal VE, et donc pendant ces phases-là, on aura la tension sortie du bras d'onduleur qui vaudra moins 100 volts. Et le signal MLI vaudra VSAT-. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade-là. Alors, c'est la question H, que j'ai rajoutée. Et dans la question H, il y a une autre question qui dit que vaut à ce moment-là la tension moyenne, la tension appliquée au bord du haut-parleur. Donc on a retenu que ce filtre LC faisait que la tension au bord du haut-parleur, c'est la tension moyenne, la valeur moyenne de la tension qui sort du bras d'onduleur. Alors cette valeur moyenne de tension, on peut le faire très très rapidement, parce qu'en fait, on voit que cette tension, des fois elle vaut plus 100 volts, des fois elle vaut moins 100 volts, elle vaut plus 100 volts pendant la moitié du temps, et moins 100 volts pendant l'autre moitié du temps. Pendant 5 microsecondes, ça vaut moins 100 volts, et pendant 5 microsecondes, ça vaut plus 100 volts. Donc on peut se douter qu'en moyenne, cette tension vaudra 0. Voilà. Alors, égal. Alors, si on veut le faire bien, voilà. On sait que ça va faire 0. En fait. Si on veut le faire bien, on peut se douter directement. Si on veut le faire bien, on applique la formule de la valeur moyenne, et on va dire que c'est 1 sur t, la période du signal, somme sur une période, mettons de 0 à t, de VB de t, dt. Voilà. Égale 1 sur t, la période, si on va de là à là, ça dure 10 microsecondes.
Voilà, c'est si on veut le faire avec la formule. Hein. Et puis, somme de 0 à 10 microsecondes, la période, dV de t, dt, égale 1 sur 10 microsecondes. Et puis, donc, l'intégrale qui est ici, on sait que c'est l'air sous la courbe. Alors, l'air sous la courbe, je vais vous la assurer, hein, ça fait ça. Voilà. Et ça. Alors, cette aire-là, c'est une aire qui sera comptée négativement, puisque VB est négatif, et ça vaudra moins 100 volts, ici, que multiplie cette longueur-là qui vaut 5 microsecondes. Donc, on va dire que c'est moins 100 volts, que multiplie 5 microsecondes, la durée. Et puis, l'autre partie assurée, eh bien, ça sera plus 100 volts que multiplie 5 microsecondes, puisque ça dure également 5 microsecondes. Bon, bah là, ces deux termes-là sont égaux, il y en a un qui est négatif et l'autre qui est positif, donc le résultat, ça fait bien 0. Égal 0. Donc, en conclusion, si VE de t égale 0, eh bien, on obtient que VHP de t, VHP égale, on va dire VHP, ou VHP de t égale 0. Bon, c'est heureux quand on fait un amplificateur, hein. Quand on met 0 à l'entrée, on espère avoir 0 à la sortie, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regarder ce qui se passe dans d'autres configurations maintenant. Donc, c'est la question I. Si on met VE de t égale 6 volts. VE de t égale 6 volts, ça veut dire que le signal VE qui était à 0 ici, alors je vais vous redessiner en pointillé, ça veut dire qu'il est là, il y a 6 volts. Voilà. Alors si VE de t est à 6 volts, c'est-à-dire je le remonte là et je le mets ici, eh bien on pourra dire que VE de t est tout le temps plus grand que le signal triangulaire. Donc la sortie de mon comparateur ici sera toujours avec ça de plus, et la tension VB de t sera toujours égale à 100 volts. Donc ça va impliquer que VB de t égale constante égale 100 volts. Voilà, donc comme VB de t vaut tout le temps 100 volts, eh bien le VHP, qui est toujours égal à la valeur moyenne de VB, hein, eh bien ça sera égal à 100 volts. Là, j'aurai 100 volts aux bornes du haut-parleur quand je mets 6 volts sur le signal d'entrée. Bon, voilà. Ensuite, on me propose d'étudier ce qui va se passer si on met 8 volts. Si VE de t égale 8 volts, alors 8 volts, on va regarder cette fois, on va faire donc le VE de t qui était ici, je le monte encore un petit peu au-dessus, là je le mets au-dessus de 6 volts. Voilà. Ça c'est VE de t égale 6 volts. Hein. Mais ici je mets VE de t égale 8 volts, encore au-dessus. Voilà, c'est encore plus vrai que la dernière fois que VE de t est tout le temps plus grand que le signal triangulaire. Voilà, donc à l'entrée du comparateur, VE plus tout le temps supérieur à VE moins. Ici on a tout le temps V ça plus. Donc on a tout le temps 100 volts en sortie du bras double. Donc VB de t, c'est la même chose, hein, égale constante, égale 100 volts, entraîne VHP égale 100 volts. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir ce qui va se passer si le VE de t n'est pas égal à au-dessus, n'est pas au-dessus du signal triangle, mais est égal à 3 volts. Donc 3 volts, ça va faire quelque chose qui est ici, qui passe au milieu. Voilà, et là on voit que, eh bien, de temps en temps, le signal triangle va passer au-dessus de VE de t, mais moins souvent que dans le cas où VE est égal à 0. Et là, en fait, si on veut décrire ce qui se passe, je pense que je vais être obligé de tout réeffacer, parce qu'il y a trop de choses de dessiner là. Donc on va effacer un petit peu, et on va faire le schéma précis pour VE de t égale 6 volts. Allez, donc j'efface ça, on part de 0. Allez, on reconstruit tout. Donc je refais l'axe du temps. Je refais le signal triangle. Alors, je fasse au même niveau. Donc là,
Ce niveau-là, c'est du plus 6 volts. Celui-là, en bas, ça c'est le moins 6 volts. C'est le signal triangle qui oscille entre plus 6 volts et moins 6 volts. Là, je me remets le temps, donc là c'est 0, 10 microsecondes, et non, pardon, 5, on dit 5 microsecondes, et puis ici, 10 microsecondes. Là on avait dit 2,5, et là donc 7,5. Ensuite j'ai signal VE, donc il a la moitié du 6 volts, c'est-à-dire, la moitié, c'est là, c'est au milieu. Voilà où il est le VE de T. À peu près, le VE de T. Et alors quand est-ce que le VE de T est supérieur au signal triangle? Ben, ça va être de là à là. Et puis de là à là. Alors je vais le dessiner. Et quand il est au-dessus, eh bien c'est ce qui va nous produire un 100 volts en sortie de bras d'onduleur. Donc on va le mettre ici. De là à là. On va avoir 100 volts en sortie de bras d'onduleur. Voilà. Et puis on aura la même chose ici. Et puis, on va qu'après un peu plus tard, mais bon, on va dessiner. Donc là, ça nous fait dB égale plus 100 volts. Voilà. Et donc le reste du temps, eh bien, c'est cette fois le signal triangle qui est plus grand que la tension VE de T. Et donc, dans ce cas-là, le bras d'onduleur sera commuté dans le sens, et VI sera égal à V5-. Et donc, la tension en sortie du bras d'onduleur sera égale à moins 100 volts. Donc je le mets ici à moins 100 volts, et puis ici on passe à moins 100 volts. Voilà, ici. Donc qu'est-ce que ça change par rapport à la dernière fois? Eh bien on voit que cette fois, le VB égale 100 volts va durer plus longtemps que le VB égale moins 100 volts. Donc quand on va faire la moyenne, eh bien, cette fois on va obtenir un résultat qui est positif. Donc on va faire le calcul, le même que celui qu'on a fait ici. Donc on refait. Alors on est à 6 VE de T égale 3 volts. Voilà. Alors VHP, c'est toujours égal à VB moyen. Et VB moyen, eh bien, c'est égal à donc, 1 sur la période, que multiplie eh bien, le 100 volts, que multiplie la durée du 100 volts, que je ne mets pas encore, plus le moins 100 volts, que multiplie la durée du moins 100 volts, que je ne mets pas encore là. Donc il me faut les deux durées. Voilà. Alors comment on va faire ces deux durées? Donc il faut se prendre une période ici de fonctionnement du système. Alors, on va essayer de calibrer ici. Donc de là à là, j'ai un truc qui monte à pente constante de 0 à 6 volts. On a 6. Et donc l'intersection ici avec le moins 3 volts va se faire à la moitié du temps qu'il faut. C'est-à-dire que le temps ici, même si ma courbe n'est pas très précise, et bien ici ça va être la moitié. Ça va être 1,25 microsecondes ici. Ici, ça décroît, les deux courbes vont se croiser ici, donc au milieu. Donc au milieu, ça va nous faire du combien ça? Alors, on pourra le faire autrement, mais c'est pas grave. Donc ça nous fait 2,5 plus 1,25, ça fait du 3,75. Voilà. La commutation ici a lieu à 3,75 microsecondes. Et puis il nous faut l'autre commutation. Donc l'autre commutation, c'est ici, ça va être à 10 microsecondes plus 1,25, puisqu'ici on a 12, ici on a 12,5 microsecondes. Donc ici on va être à 11,25 microsecondes. Ça fait plein de choses écrites en petit. Bon, nous, qu'est-ce qu'il nous faut au final?
Nous, il nous faut combien ça dure le moins 100 volts et combien ça dure le plus 100 volts. Donc ce que je veux savoir, moi, c'est cette durée-là. Et puis c'est là. Voilà, sachant que le total, c'est une période complète, ça va faire 10 microsecondes. Alors je compte, en fait, de là à là, il s'écoule 1,25 microsecondes, et de là à là, encore 1,25 microsecondes. Donc 1,25 plus 1,25, et bien ici, ça fait 2,5 microsecondes de durée. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai comme durée? La demi-période, c'est 5 microsecondes. Ici, j'ai 1,25 microsecondes sur le laps de temps, et ici 1,25 microsecondes. Donc au global, ça va rajouter 2,5 microsecondes. Donc, enfin, si je fais 1,25 plus 5 plus 1,25 microsecondes, à la fin, ça nous fait ici 7,5 microsecondes. Donc en gros, le plus 100 volts, il va durer les 3/4 du temps, et le moins 100 volts seulement un quart du temps. Donc quand je fais mon calcul de valeur moyenne, ici, en fait, le 100 volts, il faut que je le multiplie par 2,5 microsecondes. Non, pardon, le plus 100 volts, excusez-moi. Le plus 100 volts qui dure 7,5 microsecondes. Ici, c'est quoi 7,5 microsecondes? Et le moins 100 volts est multiplié par 2,5 microsecondes. Donc quand je poursuis mon calcul de valeur moyenne, je vais factoriser par 100 volts. 100 volts. Voilà, je multiplie. Ici, donc j'ai 7,5 microsecondes moins 2,5 microsecondes, le tout divisé par 10 microsecondes. Donc ça nous fait 100 volts. Je multiplie, donc l'écart entre les deux, ça fait 5 microsecondes sur 10 microsecondes. Donc 5 microsecondes sur 10 microsecondes, ça fait un demi. Et ça fait que voilà, la tension bande du haut-parleur sera de 50 volts. Ce qu'on obtient. Donc quand on met 6 volts à l'entrée, on a 100 volts au bord du haut-parleur. Quand on met 3 volts à l'entrée, on n'a que 50 volts au bord du haut-parleur. Donc là, on se doute que, en fait, dans toute cette zone-là, eh bien, la tension au bord du haut-parleur sera proportionnelle à V de T. Voilà. Et puis ensuite, si on pourrait faire les mêmes raisonnements avec des VE de T symétriques. Par exemple, on pourrait mettre VE de T, non pas à 3 volts, mais à moins 3 volts. Et à moins 3 volts, on trouverait exactement l'inverse, c'est-à-dire que le moins 100 volts durerait les 3/4 du temps, le plus 100 volts seulement un quart du temps. Et donc la tension moyenne qu'on calculerait, ça ne serait pas plus 50 volts, mais moins 50 volts. Allez, on va retranscrire tout ça sur un graphe qui va retranscrire la tension qu'on a au bord du haut-parleur en fonction de la tension d'entrée. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande dans la question suivante. Donc ici, on a VE de T. Et ici, on a, enfin VE quoi. Et ici, VHT. Tension bord du haut-parleur. Et nous, on a quelques points déjà. Alors, on sait calculer pour 3 volts, pour 6 volts, pour 8 volts, 8 volts, ça sera à peu près là. Le symétrique, on sait que ça va être symétrique, on va faire ici pour moins 3 volts, et puis moins 6 volts, et puis moins 8 volts. Les tensions qu'on a obtenues, déjà, on a vu qu'il y avait des fois, on avait 50. On avait du 50 volts. Et puis, des fois, on avait calculé du 100 volts. Et puis, par symétrie, ici, des fois, on aura du moins 50 volts. Et puis, du moins 100 volts. Alors, je vais tracer les points. Hein. On a dit que quand VE vaut 0, ben, ça faisait une tension bande de haut-parleur de 0. Quand on avait 6 volts, ça faisait du 100 volts. Le 3 volts faisait du 50 volts. Le 8 volts, bah lui, il faisait aussi du 100 volts. Allez, le moins 6 volts, on ne l'a pas fait, mais moins 6 volts, si je mets mon VE de T à moins 6 volts, bah cette fois le signal triangle est tout le temps au-dessus de VE de T. Voilà. Donc lui est tout le temps au-dessus de VE de T. Donc l'amplificateur opérationnel sera V ça de moins tout le temps, et VV sera constant égal à moins 100 volts. Donc ça nous fait du moins 100 volts. Voilà. Si
Si on fait moins 8 volts, c'est toujours la même chose, ça fera un VB qui vaut moins 100 volts autant. Et si on met moins 3 volts, eh bien c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va avoir 3/4 du temps à moins 100 volts et 1/4 du temps à plus 100 volts, ce qui fait une tension moyenne de moins 50 volts. Voilà un peu les points qu'on peut avoir rapidement. Et ensuite, si on extrapole un peu, on trace la courbe, eh bien on va avoir une zone ici parfaitement linéaire où il y aura proportionnalité entre VHP et VE de T. Voilà. Et dès que VE va dépasser les 6 volts, c'est-à-dire la crête du signal triangle, eh bien le VHP va saturer 100 volts pour après aller au-delà. Et quand le VE de T sera inférieur à moins 6 volts, le VHP ne pourra pas descendre en dessous de moins 100 volts. Voilà en gros la courbe qu'on obtient. Donc on obtient une zone linéaire dans laquelle VE est proportionnel à VHP et des zones saturées ici. Donc pour avoir le gain de l'amplificateur, eh bien c'est la constante de proportionnalité qu'on va avoir entre VHP et VE dans la zone linéaire. On va calculer ce gain. Gain égale pente ou égale VHP sur VE, c'est pareil, sur VE, dans la zone linéaire. Voilà, donc la zone linéaire, hein, c'est cette partie-là. Voilà, ça c'est la zone linéaire. Et en dehors, ben, ce sera la saturation, c'est le pic qui sature. Donc le gain, ben, ça sera le VHP, pour l'avoir, on prend ce point-là, ça sera donc 100 volts divisé par 6 volts. 100 volts divisé par 6 volts. Et ça fait combien, ça, cette chose-là? Je vais calculer, je compte le faire. Voilà, ça fait 16,6. Voilà, ça n'a pas d'unité, c'est un gain multiplicatif. Ça veut dire que la tension bord du haut-parleur, ça sera 16,6 fois la tension d'entrée. Alors ces questions, si je recale un petit peu, hein, les questions de gras, ça c'était la question J. Le gain, ça va être la question K. Et il nous reste maintenant à faire la question L. Que vaut la puissance maximale par cet amplificateur en régime sinusoïdal? Alors, c'est L. Alors, Pmax, hein, eh bien, c'est quoi? C'est la tension efficace de la sinusoïde, la plus grosse sinusoïde qu'on puisse lui faire débiter. Donc, c'est la tension VF sinus max au carré, divisé par, donc on peut appliquer au bord du haut-parleur, divisé par la valeur d'impédance du haut-parleur qui est de 8 ohms, divisé par RHP. Et comme notre ampli sature en fait en sortie bien à 100 volts, enfin entre moins 100 et plus 100 volts, eh bien, la tension maximale, la tension maximale sinusoïdale qu'on peut produire sur le HP, hein, on va écrire VHP, sinus max. Et bien c'est quoi? C'est une tension qui va osciller au maximum entre plus 100 volts et moins 100 volts de manière sinusoïdale. On peut extraire de cette forme-là. Et si elle est de cette forme-là, bah, ça veut dire que la valeur efficace de cette sinusoïde sera égale à sa valeur crête divisée par racine de 2. Ça veut dire que le VF sinus max que j'avais indiqué ici, là, eh bien, il est égal à 100 divisé par racine de 2. Donc, si je pousse le calcul, eh bien, ça nous fait la puissance max que peut délivrer cet ampli en sinusoïdal. Eh bien, ça va nous faire donc du 100 sur racine de 2 au carré divisé par 8 ohms. Donc 100 fois 100, ça fait 10 000. Divisé par racine de 2 au carré, c'est 10 000 divisé par 2, divisé par 8. Ça fait 10 000
sur 16. Et 10 000 sur 16, donc moi je vais calculer ici, et j'obtiens un ampli qui peut, un ampli assez costaud, qui peut envoyer jusqu'à 625 watts sinusoïdal dans le haut-parleur, sans saturer. Alors, ceci clôt la première partie de notre exercice, où on a vu à peu près le principe comment dire, général de cet amplificateur à découpage. Il y a deux choses qu'il faudra étudier. Il y a le filtre LC, ici, mais on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. On en parlera un peu plus tard dans d'autres exercices. Et il y a le fameux oscillateur triangulaire, ici, qui doit fournir le signal, le rouge ici, qui oscille entre plus 6 et moins 6 volts. Et lui, on va rentrer dedans pour voir comment on peut construire cet oscillateur-là. Voilà. Donc je vais effacer un petit peu, et puis ensuite je vais dessiner le schéma de l'oscillateur triangle qui est proposé. Voilà. Et on va étudier ça maintenant. Voilà, je fais une petite coupure vidéo. Et on reprend juste après. Voilà, je voulais dessiner le schéma de l'oscillateur triangulaire. C'est un circuit qui va produire un signal triangle ici en fait. Qui est alimenté en plus ou moins 12 volts, mais on ne voit pas trop. Mais c'est les amplificateurs opérationnels qui sont alimentés tous les deux entre plus 12 et moins 12 volts. On va supposer que ces deux amplis sont idéaux. Voilà. Donc celui-là s'appelle U1 et celui-là s'appelle U2. Voilà. Et alors dans les premières questions, on vous demande de reconnaître des montages classiques à amplificateurs opérationnels, et notamment on vous demande parmi ces deux amplificateurs lequel fonctionne en mode comparateur, et puis on vous demande si c'est un comparateur à un seuil ou à deux seuils. Ça c'est la question 1 de cette partie-là. Alors lequel fonctionne en comparateur? Eh bien, pour qu'un amplificateur opérationnel fonctionne en comparateur, il faut soit qu'il n'y ait pas de rétroaction de VS sur les entrées, soit qu'il y ait une rétroaction sur l'entrée plus. Voilà. Alors si on regarde les deux amplificateurs, lui il a son VS avec une rétroaction sur l'entrée moins, donc ça c'est pas un comparateur. Par contre celui-là il a une rétroaction de son VS sur l'entrée plus. Donc c'est U1. Et quand il y a une rétroaction de VS sur l'entrée plus, eh bien on sait qu'on a affaire à un comparateur à deux seuils, un comparateur A stéréix. Voilà. Donc U1 égale comparateur à deux seuils. Car rétroaction de VS1 sur l'entrée plus de U1. Et alors on peut même aller plus loin parce qu'on les a étudiés précédemment. Ce comparateur va être un comparateur non inverseur. Ça veut dire quoi, non inverseur? Ça veut dire qu'en fait, il y aura deux seuils. Quand on va dépasser le seuil haut, eh bien VS1 va basculer sur VS7+, et quand on va descendre en dessous du seuil bas, VS1 va tomber à VS7-. Voilà. Un plus entraîne un plus, un moins entraîne un moins à l'entrée. Okay. Après, on vous dit quelle est la fonction de l'électronique correspondant au montage de l'autre amplificateur opérationnel, donc U2. Donc celui-là, on l'a vu précédemment. C'est un ampli, ça a une structure d'ampli inverseur, mais dans lequel on a remplacé la résistance ici par un condensateur. Et ça, on avait vu que ça fait un amplificateur intégrateur. Donc petit b, U2 égale ampli intégrateur. Et puis on va préciser aussi que cet intégrateur, il est inverseur. On a vu ça quand on étudiait ce type d'ampli. Alors inverseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une constante positive ici à l'entrée, au lieu d'avoir cette tension qui monte, on aura cette tension qui descend, qui aura une pente négative. Voilà ce qui va se passer. Allez, on déduit l'allure des tensions de VS1 et VS2 de T. Allez, je vais faire ça ici. Donc là, on va se mettre un exultant. Voilà. Alors VS1, on va supposer que VS1 à un moment il vaut V7+. Donc, on va le mettre ici. Voilà, VS1 égale 12 volts, égale V7+, égale 12 volts. VS1 égale V7+. Voilà. Et donc ici, comme on a fait on va avoir un plus 12 volts ici, qui est une constante, et bien on sait que VS2 va
décroître à pente constante. Pourquoi décroître? Je vous dis, c'est parce que l'amplificateur intégrateur est inverseur. Donc le VS2, mettons qu'il parte à 0 comme ça, il commence par descendre. Et il va descendre jusqu'où? Jusqu'à ce que VS1 passe de VS1 à VS1-, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'en fait on descende en dessous du seuil. Là on va atteindre le seuil bas du comparateur hystérésis, parce que VS2, vous décidez, VS2 on retrouve en entrée du comparateur à hystérésis. Donc quand VS2, quand il atteint le seuil bas, eh bien le VS1 va basculer de VS1 à VS1-. VS1 égale VS1-. Et donc cette fois, à l'entrée de l'intégrateur, on a une constante négative, et donc ça veut dire que la sortie va monter avec une pente constante et positive. Donc ça va partir comme ça. Et a priori c'est symétrique. Et ça va faire comme ça jusqu'à atteindre le seuil, jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil haut du comparateur à hystérésis. Voilà. Et à ce moment-là, le comparateur bascule de V7- à V7+. Et après, on est reparti pour un cycle. Donc une constante positive à l'entrée de l'intégrateur inverseur, donc on repart avec une pente descendante. Voilà. Et après, on est retourné au point de départ, on va avoir ce cycle qui se poursuit. Voilà, jusqu'à atteindre du seuil bas. J'ai presque la place de le mettre, ici on atteint le seuil bas à nouveau. Et ça remonte, ce qui nous permet de faire un cycle complet, etc. etc. Alors nous, il faut qu'on choisisse les valeurs des composants. Alors dans la question D, on demande d'établir la relation pour ça, la relation qu'il y a entre VS2 et VS1. Alors je ne vais pas le refaire parce que c'est quelque chose qu'on a fait dans l'ampli intégrateur. Je crois qu'on avait donné deux méthodes pour le faire. Et la relation, c'est que dVS2 sur dt, c'est-à-dire la vitesse de variation de VS2, eh bien c'est proportionnel à VS1. C'est VS1 que multiplie moins 1 sur RC. Voilà, donc le moins c'est ce qui fait que l'amplificateur intégrateur est inverseur. Alors R, le R, attention, c'est R3 fois C1. Comme ça. Voilà ce que ça dit. Et nous, eh bien, en fait, on va en déduire la valeur de C1. Alors pourquoi? Parce que dans l'énoncé, on vous impose la valeur de R3, on dit que R3 c'est 10 kV. C'est écrit sur le circuit. Et donc, eh bien, nous, on va essayer d'en déduire la valeur de C1. Et on va se passer par exemple dans cette zone-là, de là à là. Ben ça, qu'est-ce qu'on sait de cette zone-là? Eh bien, on sait que ça doit durer une demi-période de signal triangle, c'est-à-dire que ça doit durer 5 microsecondes, puisque la période complète, on l'a vu tout à l'heure, si on veut 100 000 oscillations par seconde, ici, il nous faut 10 microsecondes. Et donc sur cet intervalle de temps de 5 microsecondes, eh bien qu'est-ce qu'on veut? Eh bien on veut que la tension ici remonte de moins 6 volts, puisque le signal triangle on veut qu'en bas il soit à moins 6 volts, ici. Donc le seuil bas, en fait, on calculera pour qu'il soit égal à moins 6 volts, le seuil haut sera égal à plus 6 volts. Donc en fait, sur ces 5 microsecondes, eh bien on veut une variation ici, de là à là, une variation de la tension qui fait 12 volts. On va monter de 12 volts en 5 microsecondes. Alors on va résumer ça. Petit e. On veut que VS2 monte de 12 volts en 5 microsecondes. Ça, lorsque eh bien, VS1 égale V7- égale moins 12 volts. La mine de rien là-dedans, si on regarde cette équation, on a la variation de VS2 qui est ici. On veut que ça vaille 12 volts. Quand le dt, l'intervalle de temps, vaut 5 microsecondes.
et que quand VS1 vaut moins 12. Voilà, donc finalement on connaît la valeur de ça, la valeur de ça, la valeur de ça, on connaît la valeur de R3, ben, il n'y a plus qu'à sortir la valeur de C1. Donc on veut donc que 12 volts divisé par 5 microsecondes égale moins 12 volts de VS1, ça, que multiplie moins 1 sur le R3, c'est 10 000. Je mets toutes les valeurs de ce que je connais, comme ça. Voilà, c'est 1. Voilà, donc j'ai une équation, il n'y a plus qu'à sortir C1. C1. Alors je le passe de côté, le moins par le moins ça fait des plus. C1 égale 5 microsecondes. Voilà, les 12 et les 12, ça se simplifie. Hein. Enfin, je peux le garder. Ça fait 5 microsecondes divisé par 12, qui multiplie 12 sur 10 000. Donc ça nous fait du 5 fois 10 moins 6 sur 10 000. Alors ça me fait quoi? Ça fait du 5, 10 moins 9. Si je divise par 10 000 et je divise encore par 10, ça fait 0,5, 10 moins 9. 9. Voilà. Et bien ça fait 0,5 nanofarad ou 500 picofarad. Voilà la valeur qu'il nous faut pour le condensateur. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer maintenant pour terminer l'exercice? Il faut déterminer les valeurs de R1 et R2 pour que le comparateur à la hystérésis ait ces deux seuils qui soient plus 6 volts et moins 6 volts. Alors en fait, R1, pareil, elle est donnée dans l'énoncé, hein, elle est fixée à 10 kΩ aussi, donc il va falloir réduire la valeur de R2. Alors comment on va faire ça? Ça ne va pas être trop compliqué non plus. On va s'appuyer sur ce qu'on avait vu en déduire la valeur de R2. Alors je vais rappeler les formules qu'on avait établies sur ce comparateur hystérésis non inverseur. On avait dit que V seuil, eh bien c'était égal à V sat. Alors le seuil haut, pardon. Voilà. Le seuil haut, eh bien c'était fait à partir de V sat moins, puisque c'est quand on passe de V sat moins à V sat plus qu'on franchit le seuil haut, et que multiplie. Et je crois qu'on avait obtenu que c'était égal à que multiplie R1 sur R2. Voilà, on peut le retrouver rapidement, mais je vais. Voilà. Et il y a un signe moins. Voilà. On faisait ça avec Milman. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On disait que en fait, le basculement avait lieu quand V plus vaut 0. Et donc, ça faisait. Il fallait que le VS1 négatif soit compensé par un VS2 positif. En fait, il fallait que la moyenne de VS1 et de VS2 vaille 0, avec les coefficients respectifs de 1 sur R1 pour VS2 et 1 sur R2 pour VS1. Donc ça donnait ça. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut un seuil haut qui soit égal à 6 volts, avec un VSAT moins qui vaut moins 12 volts. Qui multiplie moins R1, c'est la valeur de résistance qu'on cherche. Ah non, R1 est donné. R1 est donné. Égal 10 kΩ sur R2. Et R2, c'est ce qu'on cherche. Ok, donc ça nous fait une équation et il faut sortir R2. Et donc ça nous fait quoi ça? Donc eh bien ça nous fait R2 égale 12. Les moins par les moins, ça se simplifie, il reste 12 sur 6 qui multiplie 10 kΩ. R2 égale le double de R1 en fait, hein, c'est-à-dire 20 kΩ. Voilà. Ok, donc on trouve la valeur de C1 qui est ici, on trouve la valeur de R2. Voilà, et ça nous permet de construire l'oscillateur triangulaire qui va fournir ici un signal à 100 kHz qui est aussi entre plus 6 volts et moins 6 volts. Voilà.
Très bien. Et bien on a terminé pour cet exercice. On va donc s'arrêter là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.